je suis honoré et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour animer ensemble cette journée que je voudrais bien qu'elle soit interactive. J'annonce dès le départ l'objectif de cette journée est de vous présenter comment on peut conduire l'élevage et comment on peut gagner plus d'argent. Donc l'essentiel pour moi, c'est comment l'élevage peut être mieux conduit avec les bonnes règles de biosécurité, de gestion de l'alimentation, de la reproduction, des maladies, dans le but de produire des produits d'origine animale de bonne qualité et surtout de gagner plus d'argent. Parce que l'éleveur a le droit d'une vie meilleure. Ça, on doit le croire et l'adopter. On peut gagner plus d'argent en faisant de l'élevage en Afrique. Et passer à mon exposé. Première diapositive, s'il vous plaît. Donc, la suivante. Je vais prendre quelques minutes de votre temps pour présenter Medivet. Moi, je suis Dr Sofiane Chari, vétérinaire et Head of Market Access chez Medivet. Donc, je fais surtout les pays avec lesquels nous avons des partenaires comme le Sénégal. Nous sommes présents aujourd'hui sur une vingtaine de pays, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats, le Koweït, et en Afrique nous avons l'Algérie, le Maroc, le Soudan, l'Égypte, l'Afrique subsaharienne, le Kenya, donc une vingtaine de pays sur lesquels nous sommes présents et on essaie toujours d'accompagner notre produit. Donc ce n'est pas uniquement fournir un produit de qualité et à un bon prix, ça c'est nécessaire, mais s'il vous plaît, il y a un bruit de fond, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que ça va gêner l'auditoire. Il y a un slogan qui est très important. Le meilleur médicament vétérinaire au monde ne vaut rien s'il n'est pas bien utilisé. Donc faites attention. Notre mission en tant qu'industriel pharmaceutique, ce n'est pas uniquement de préparer, de fournir un médicament vétérinaire, mais de l'accompagner jusqu'au terrain, jusqu'au contact avec l'animal, pour qu'il soit bien utilisé. Comme ça, on peut garantir que son effet sera positif et que l'éleveur pourra profiter de ce médicament en tant qu'outil de production pour une meilleure production sur le plan qualité et quantité, pour un meilleur rendement pour l'élevage. Première diapositive. Donc c'est Medivet est une industrielle pharmaceutique vétérinaire créée en 1995, ça fait 27 ans. Elle s'occupe de tout ce qui est santé animale. C'est un groupe international, c'est une société familiale indépendante. La suivante, s'il vous plaît. Donc, on est le leader sur le marché tunisien. L'unité de production est basée en Tunisie. On est GMP Certified. Nous sommes présents sur 17 continents. Après, aujourd'hui, c'est 20. Nous fabriquons pour le laboratoire européen aussi et plus que 120 produits avec une centaine d'autorisations d'AMM qui nous permettent de vendre les médicaments vétérinaires. Donc Medivet est un groupe. Nous avons une marque Equina pour les chevaux de sport, une marque de médicaments Medivet, l'unité de production. Nous avons aussi Medivet Nutrition et nous avons une filiale en Europe avec laquelle on coordonne. La suivante. Donc, nous faisons de la sous-traitance pour d'autres laboratoires et nous avons plusieurs formes pharmaceutiques, liquides, poudre, pâte orale, bolus, crème, spray. Donc plusieurs formes galéniques, plusieurs formes de médicaments. La suivante, nous sommes certifiés GMP. La suivante, rapidement, nous sommes certifiés ISO 9001. Donc nous faisons beaucoup d'assistance technique et beaucoup d'accompagnement de nos produits au niveau des élèves. Donc voici la gamme des produits pour chevaux,
pour chiens et chats, pour bovins, pour volailles, pour ruminants et différentes espèces animales, même les poissons. Donc ça, quelques photos des journées qu'on essaye d'animer avec les vétérinaires, des formations sur l'autopsie, des visites d'élevage, des dîners débats, des séminaires. On peut produire mieux. Je suis sûr, et vous devez l'être sûr. C'est pourquoi toujours, je dis les coûts d'exploitation. Il faut maîtriser les coûts de son exploitation. Qui gagne aujourd'hui 100 000 francs peut gagner plus. Il faut être conscient de ça. On peut gagner plus. Et je vais essayer de prouver ça avec cet exposé-là. On ne doit pas négliger les petites pertes. Parce que petite avec petite, ça pèse énormément lourd sur l'exploitation des ovins et sur l'exploitation agricole. En fait, lorsqu'on visite un élevage, on constate plusieurs postes là où il y a des petites fuites par ici, par là. Je constate qu'il y a une fuite dans la mangeoire, une fuite dans l'abreuvoir, une fuite dans le stock d'aliments. Il y a des sachets qui sont troués et laissent écouler quelques grammes chaque jour d'aliments. Et je constate 2 tiques sur cet animal-là. Et peut-être 10 vers ronds dans l'estomac de cet agneau. Et 5 autres parasites. Tout ça, c'est un cumul. Et on peut voir ça dans la diapo suivante. Voici la situation actuelle de plusieurs élevages. Je ne connais pas vos élevages, mais je visite beaucoup d'élevages et c'est ce que je constate. Plusieurs petites pertes au niveau de l'élevage, alimentation, parasitisme, biosécurité, vaccination, hygiène, tout ça, technicité de la personne qui s'occupe des animaux. Et lorsqu'on ramasse toutes ces gouttes-là, on va se projeter dans la diapo suivante. Voici ce qui se passe. Nos élevages présentent de grandes fuites. Croyez-moi, c'est pourquoi je suis sûr qu'on peut gagner plus d'argent. Si on ferme le robinet, si on réduit ces fuites un par un, on peut gagner beaucoup d'argent. Il faut que chaque éleveur ait l'habitude de noter toutes ses dépenses, toutes les charges et toute la recette. Même si votre enfant travaille avec vous dans l'élevage, comptabilisez-le comme si vous avez recruté un ouvrier. Même si votre femme travaille avec vous, même votre travail, même le bâtiment avec lequel vous faites de l'élevage. Si vous allez le louer, vous allez gagner de l'argent. Donc comptabilisez comme si c'était un... Vous avez loué ça. N'oubliez pas ça. Votre camion qui est parti pour récupérer les sacs d'aliments, c'est votre camion. C'est votre énergie, c'est votre carburant. Il faut comptabiliser tout ça pour évaluer exactement la rentabilité de votre activité. Après cet exercice, on va passer à un autre. C'est la suivante, s'il vous plaît. J'ai fait le calcul pour le Sénégal. Si à cause des parasites, chaque ovin perd chaque jour 10 grammes, chaque tête ovine, à cause du parasitisme, à cause de l'acidose, à cause de n'importe quel trouble ou n'importe quel stress. Multiplié par 365 jours, multiplié par 200 têtes, j'ai pris une moyenne de 200 têtes par éleveur, multiplié par 1000 éleveurs, disons, au Sénégal, il y a 1000 éleveurs. C'est une simulation. Multiplié par 100 francs pour chaque 10 grammes. Quelle serait la perte annuelle du Sénégal à cause de ces 10 grammes? Je vous laisse le soin de faire le calcul et vous allez voir que votre pays est en train de perdre des milliards. C'est plus que 14 milliards par an de pertes. Faites le calcul. Vous connaissez combien il y a d'ovins? Si chaque jour, chaque ovin perd 10 grammes, je dis 10 grammes, pas 100 grammes, 10 grammes uniquement, multiplié par le nombre de jours, multiplié par le nombre d'ovins, multiplié par 100 francs, par exemple, par 10 grammes, et vous allez voir que votre pays perd les milliards à cause de ces petites pertes. Mais sur le plan national, c'est quand même beaucoup d'argent.
Mais il faut bien observer, s'il vous plaît. Le premier conseil, c'était de bien calculer. Le deuxième conseil, c'est de bien observer. Si vous entrez dans votre élevage, il y a un mouton qui boite, que vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, une petite inflammation, demain, ça sera une arthrite. Une mamite qui commence, si vous n'intervenez pas aujourd'hui, demain, c'est la perte de toute la brebis. Une météorisation, un œil qui est gonflé. Donc, il faut bien observer ce qui se passe dans l'élevage pour détecter les erreurs rapidement. Sinon, on sera perdu. Et toujours, en maladie, en médecine, plus on intervient précocement, plus les pertes sont moins. Mes recommandations, mes conseils, bien calculés, bien observés. La suivante, s'il vous plaît. Donc, le sens de l'observation minutieuse, l'enregistrement rigoureux, les bons calculs pour ne pas négliger les petites pertes. C'est des conseils que je vous donne à respecter. Ceux qui négligent les francs vont perdre les milliards. Ceux qui n'observent pas vont perdre beaucoup d'argent. Faites attention. C'est ça comment fonctionne notre cerveau. Et on peut faire. Lorsque j'entre dans mon élevage, je peux mettre 15 minutes d'observation, ce n'est pas de la perte du temps. Parce que si je découvre une pathologie, une boiterie, une météorisation, n'importe quel symptôme, quel signe qui n'est pas normal, un doux-voussé, des bruits qui ne sont pas normaux. Donc il faut écouter, observer, sentir l'odeur de l'ammoniac, de l'hydroxyde de soufre. Tout ça c'est important. Peut-être la litière elle est humide, elle dégage des gaz toxiques qui vont irriter les voies respiratoires, qui va engendrer une infection respiratoire. Donc tout ça il faut le faire. Vous aurez ces exposés. Ce n'est pas la peine de copier, vous aurez tous à travers Dr Souleyman et à travers les responsables de votre organisation. Donc, ce que je veux dire, que Medivet, en relation avec ses partenaires vétérinaires, techniciens, éleveurs, consommateurs, ce n'est pas uniquement le produit, c'est le contexte dans lequel le produit sera utilisé. C'est ça. Le produit, il est là. Mais comment on va l'utiliser, ça, c'est un autre chantier. Donc, je sais que le message a été bien reçu. Ça, c'est avant de parler du parasitisme et des maladies métaboliques. Ça, c'est très important. Parce que sans ça, on ne peut pas aller très loin. La suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi cette introduction qui est longue? J'espère que vous n'êtes pas ennuyés par cette introduction longue, mais l'objectif, parce qu'il y a beaucoup de pertes variées et insidieuses, des pertes cachées. Il y a beaucoup de pertes cachées dans l'élevage, qu'on ne les voit pas et qui pèsent énormément lourd sur votre rentabilité et qui n'attirent pas en général l'attention de l'éleveur et qui se prolongent dans le temps. On ne les aperçoit pas. Et c'est des grandes pertes. Croyez-moi, c'est des grandes pertes. La suivante. Voilà. On va exprimer ces pertes, parce qu'il y a des gens qui calculent bien. La suivante. Voilà nos ennemis. C'est des petits insectes. Parfois, on n'arrive pas même à les voir. Des puces, des poux, des tiques, des vers, des mouches. Ça grignote notre bénéfice. Ça mange notre gain. Et je vais vous donner quelques exemples. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Pour les gens qui calculent, aux États-Unis, ils calculent très bien. Et je veux bien que nous calculons ici. Il ne nous manque rien pour calculer. Les pertes annuelles en élevage bovin dues aux ectoparasites. Donc ici, je parle uniquement des bovins et des parasites externes. 400 millions de dollars. Ils font bien l'élevage et malgré ça, ces petits insectes leur causent une perte de 400 millions de dollars par an. Il faut calculer, il faut observer, il faut enregistrer, et il faut comparer pour pouvoir s'améliorer. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, les puces.
Une femelle de puce consomme chaque jour 1,4 millilitre de sang. Sur l'animal, elle va prélever un petit millilitre de sang. C'est rien du tout. Mais avec chaque jour, l'animal tombe anémie. Le mâle, il consomme moins. Donc, il y a l'anémie, l'anorexie, retard de croissance. Le coût de la lutte aux USA par rapport aux puces, ce n'est pas le coût de la maladie, c'est combien ils dépensent pour lutter contre cette maladie, 1 milliard de dollars. C'est leur calcul, ce n'est pas le mien. Mais vous voyez, les maladies parasitaires coûtent énormément cher dans les élevages des bovins et des ovins. Énormément cher. Il faut juste observer, calculer, enregistrer pour découvrir ces pertes-là. Il faut les éviter parce qu'on dépend de votre bénéfice. La suivante, s'il vous plaît. Comment ces parasites engendrent des pertes? Ils vont induire une irritation cutanée, comme la gale. C'est des mangeaisons, des prurites, des douleurs, des spoliations sanguines. Conséquences, retard de croissance, transmission d'agents pathogènes, chute de production et le coût de la lutte. Appel au vétérinaire, ça coûte de l'argent. Acheter des médicaments, ça coûte de l'argent. Parfois, de la mortalité, ça coûte de l'argent. Donc ça pèse énormément cher sur votre exploitation. La suivante, ça c'est les poux. Après, la teigne. Il y a même des maladies, s'il vous plaît, la teigne. Il y a même des maladies comme la teigne qui atteint l'homme. Elle est transmissible entre l'animal et l'homme. Donc nous, même, on peut être atteint de maladies issues de l'élevage. La suivante, voilà, vous voyez la tique. Chaque tique peut manger chaque jour, consommer jusqu'à 4 millilitres de sang. 4 millilitres de sang par jour. Maintenant, avant de passer à ça, je vais vous montrer une vidéo. Parce que ce que j'ai raconté, c'est des paroles. Mais vous allez voir maintenant réellement ce qui existe sur le terrain, avec des vidéos. Vous allez voir comment une tique prend son repas sanguin, comment un ver consomme au niveau de l'intestin, et même l'homme, il peut être atteint avec ces vers. Donc c'est des vidéos qui seront utilisées pour illustrer ce que je viens de dire. Donc voici. Suivez bien, s'il vous plaît. Avec une fibroscopie, on va filmer dans l'intestin du chien. Voici l'intestin. Et voici le ver, comment il consomme. Ça, c'est le ténia. Ça, c'est les œufs de parasites dans l'intestin. Tapeworms can be contracted by ingesting fleas or small rodents. All of these worms live in their host's intestines. Hookworms attach themselves to the intestinal wall and drink the host's blood, causing internal bleeding, ulcers, and blood loss. Roundworms migrate from the intestines through the liver and lungs and then back to the intestines. They can cause vomiting, enteritis, tissue scarring, and pulmonary disease. Whipworm infection can result in bloody diarrhea, weight loss, dehydration, anemia, and in severe cases, even death. Tapeworms attach to the intestine, but rarely cause... Vous voyez les crochets qui sont utilisés pour s'accrocher sur la muqueuse intestinale et absorber le sang. Talk to your veterinarian today about how you can protect your pet and your family from these parasites. Maintenant, on va passer à la tique. Comment la tique prend son repas. Voilà. Elle est passée sur un homme maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est
le tissu cutané d'un être humain. Maintenant, elle est sur la main. Elle va choisir là où elle va se fixer. She lives 3 years, but in that time she only eats 3 meals. A tick needs enough blood to grow from larva to nymph. Comment elle va perforer le tissu cutané de l'homme? Ça, c'est la pente. Combien d'œufs elle va pondre pour donner d'autres tiques? Et elle va creuser maintenant. Voilà le rostre. Elle est bien équipée pour déchirer la peau. Jusqu'à atteindre les vaisseaux sanguins pour puiser le sang. Elle s'enfonce dans l'épiderme, dans le derme, dans l'hypoderme. C'est la même chose qu'un insecte pour sucer du sang. Elle met 3 jours pour faire son repas sanguin. Vous voyez? Elle va se nourrir de sang. Elle est fixée. Et elle va boire la spoliation sanguine. Elle va boire le sang. Ça, comment on peut l'enlever avec une pince? C'est douloureux, hein? C'est pas... Hey, I'm Laura standing in for Laura until the summer. This biologist from the California Department of Public Health. J'ai une autre, comme une scie, avec laquelle elle fait un trou dans le tissu épidermique. Alors, elle commence à perforer. Après la perforation, pour bien se fixer, elle va produire un ciment pour bien se fixer sur la peau. C'est comme un ciment, bien dur. Maintenant, elle va absorber le sang et elle va injecter des microbes. Ça, c'est l'absorption du sang. Et maintenant, c'est l'injection de microbes. Babésiose, télériose, anaplasmose, ehrlichiose. Pas mal de microbes qui peuvent être injectés, transmises par la tique à travers son repas sanguin. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. C'est douloureux et ça engendre beaucoup de pertes. Donc, on revient maintenant. Il y a les parasites externes, mais aussi il y a les parasites internes. Aussi, les parasites internes engendrent des hémorragies. Vous avez bien vu dans la vidéo comment les vers circulent dans le ventre, dans l'intestin, dans le rumen, dans la caillette, dans le gros intestin. Et ça engendre des inflammations et de retard de croissance. C'est pas uniquement... Il y a quelqu'un qui veut... Donc, c'est pas uniquement l'animal qui tombe malade. Même l'homme peut être infesté avec ces parasites. Et je vais vous montrer maintenant une intervention chirurgicale sur un homme pour débarrasser cet homme des vers qui se sont accumulés dans son intestin. C'est de la réalité, hein. Allez, ça c'est une opération chirurgicale sur un être humain. Sur un homme, et pas un animal. Vous voyez, on va tirer de son intestin les vers qui se sont accumulés dans l'intestin de l'homme.
Parfois, chez les enfants, on trouve des traces de ces vers lorsqu'ils défèquent, surtout dans les écoles. Ça se transmet aussi. Un peu de patience, hein, vous allez voir beaucoup de choses. S'il vous plaît, laissez les gens écouter et suivre. Vous imaginez que si chaque verre consomme 1 millilitre de sang par jour, fait une perforation dans l'intestin par jour, quelles sont les conséquences pour la vie et la santé de cet homme-là? C'est comme des spaghettis. Bon. On s'arrête ici. On a fait un essai. On a bâti ensemble un protocole de lutte contre les parasites internes chez les ovins pour lutter contre des parasites internes digestifs uniquement, hein, contre les strangles digestifs. Avec un bon protocole de lutte, on a pu gagner 1 kg pour chaque ovin. Pour chaque tête, on a gagné 1 kg dans cet essai-là. Donc si on élargit cette étude sur la Tunisie, on pourra gagner avec le même protocole 3000 tonnes de viande. 3000 tonnes de viande, et ce qui est équivalent à 17,5 millions d'euros. On ne va pas utiliser plus de médicaments. C'est les mêmes médicaments, c'est les mêmes quantités, mais qui seront utilisés seront un protocole raisonné, un protocole bien défini qui tient en compte les spécificités de ces parasites et qui nous permettrait de gagner 17,5 millions d'euros. Je parle de la Tunisie, avec une lutte contre les parasites digestifs des moutons uniquement. On a à peu près 6,5 millions de moutons. Donc, d'après professeur Darrouth et professeur El Gharbi, nous pouvons gagner chaque année 17,5 millions d'euros. Si les éleveurs respectent le protocole de lutte et n'utilisent pas d'une façon anarchique les antiparasitaires. On ne va pas utiliser plus de médicaments, on va raisonner l'utilisation. Et je vais m'expliquer tout à l'heure. La suivante, s'il vous plaît. En Tunisie aussi, quelques exemples. Ça, c'est le kystidatix. C'est un parasite interne qui touche l'homme et l'animal. On perd chaque année l'équivalent de 14 millions de dollars entre santé humaine et santé animale. C'est ça ce qui fait au niveau des foies. C'est des kystes hépatiques et pulmonaires chez l'animal, et aussi on peut observer des kystes pulmonaires chez l'homme. On a 15 cas humains pour 100 000 habitants. La suivante, s'il vous plaît. Ah, ça c'est une autre parasitose qui perturbe, dégrade la qualité de la cuir et nous oblige à importer de la cuir parce que notre cuir est déprécié et n'est plus utilisable en tannerie. Maintenant, comment atteindre ces chiffres-là? Comment réussir ce challenge? Comment gagner plus d'argent? Dans la première partie, j'ai essayé de faire bouger la cervelle et de la faire fonctionner et de comprendre le mode de fonctionnement, comment notre cerveau fonctionne, comment il opère pour maîtriser nos actions. Parce que si on ne comprend pas comment une machine fonctionne, on ne peut pas la manipuler. Donc on a compris qu'il faut bien observer, il faut enregistrer, il faut calculer pour améliorer sa rentabilité. Maintenant, sur le plan technique, sur le plan terrain, comment on fait une bonne lutte contre le parasitisme? Quels sont les éléments dont nous avons besoin pour réussir la lutte? Donc pour réussir le traitement,
La première chose, en tant qu'éleveur, en compagnie avec son vétérinaire, on doit se poser la question, quel parasite on va traiter? Il n'y a pas, au niveau international, un produit qui traite tous les parasites, ni internes, ni externes. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on va traiter? Et le traitement, il y est de deux types. Est-ce que c'est un traitement préventif pour anticiper l'apparition de maladies dues à ce parasite, ou c'est un traitement curatif? Lorsqu'on observe les symptômes, les signes de la maladie, on va traiter. Donc la première chose, qu'est-ce qu'on doit traiter? Quel est notre ennemi? Quelle est notre cible? Ça, c'est très important parce qu'il n'y a pas de molécules passe-partout. Le deuxième, quand est-ce qu'on va traiter? Ça, c'est très important. Je vous donne un exemple. Le parasite, au cours de sa migration dans l'organisme, il passe parfois par plusieurs organes. Et même l'organe, il passe par plusieurs positions. Je vais vous donner un exemple. Au niveau de l'intestin, il y a deux choses. Il y a la lumière intestinale où circule le bol alimentaire et il y a la muqueuse intestinale, le tissu de l'intestin lui-même. Les parasites sont parfois au niveau de la lumière et parfois elles vont s'enfuir dans la muqueuse intestinale et parfois ils développent des kystes comme une coque. Quand ils sont enquistés dans la paroi intestinale, c'est très difficile de les atteindre avec des antiparasitaires. Ce n'est pas le bon moment pour traiter le parasite une fois il est enquisté dans une coque, il est protégé. Le médicament n'arrive pas à l'atteindre. Il est couvert, il est protégé par une coque, donc ce n'est pas le bon moment pour traiter. Il y a un autre exemple. Parfois, le parasite passe à côté d'un nerf, au niveau de la moelle épinière. Si on traite à ce moment-là, et si le parasite meurt, sa mort peut libérer des toxines qui peuvent entraîner une paralysie. Donc, vous voyez, il y a des moments où on n'a pas intérêt à traiter parce que soit le produit n'atteint pas le parasite, soit s'il l'atteint, ça va engendrer des dégâts graves. Et au médecin vétérinaire qui connaît le cycle biologique, qui connaît la migration du parasite, qui connaît l'impact des facteurs du climat et de l'environnement sur la vie du parasite, ça c'est la spécialité du vétérinaire et il peut vous conseiller. Donc c'est très important de choisir le parasite, choisir le moment du traitement, choisir le médicament. C'est très important. Est-ce que c'est par voie orale, c'est par voie injectable? Il y a des pâtes, il y a des bolus, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs principes actifs. Et ça, c'est le vétérinaire qui va le choisir pour vous, pour une meilleure efficacité. Quelle dose? Ah, ça c'est très important. Hein. Ça, c'est très important, attention. Parce que la dose dépend du poids et les animaux n'ont pas le même poids. Parce que la dose dépend du parasite. Avec le même médicament, je peux utiliser une dose 1 pour traiter un parasite, pour un autre, je dois doubler la dose, voire tripler la dose. Donc la dose dépend de plusieurs paramètres, et en particulier le parasite lui-même. Par exemple, avec l'albendazole, je peux traiter à une dose les strangles digestifs, mais pour traiter la douve, il faut tripler la dose. Quel rythme de traitement? Combien je dois traiter par an? Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Et ici, on est toujours entre réduire la population des parasites et en même temps, attention à la résistance. Parce que chaque produit en médecine, si on l'utilise, que ce soit un antibiotique ou un antiparasitaire, si on l'utilise fréquemment, il y a de la résistance. On le perd. Et il y a autre chose, les résidus qui sortent dans l'eau, dans le lait, et la viande, et le miel, et les œufs. Donc en médecine vétérinaire, il y a la notion de résidus qu'il faut respecter pour respecter la santé humaine. Et il y a un autre paramètre très important, c'est les résidus dans les crottes et les bousses de vache
et les crottins des ovins, parce que ces crottes qui contiennent des résidus d'antiparasitaires peuvent tuer des insectes qui sont utiles pour le sol. Donc faites attention. Ce n'est pas un jeu d'utiliser un médicament vétérinaire, c'est quelque chose qui doit être utilisé d'une façon raisonnée. Et pour cela, il faut se référer au médecin vétérinaire. Est-ce que si j'applique tout ça, c'est suffisant? Même si j'applique tout ça convenablement, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a d'autres paramètres qui n'ont pas été précisés ici. Et c'est exprès pour attirer votre attention. Est-ce que quelqu'un peut dire quelque chose que j'ai oublié, que je dois ajouter à ça? Oui. S'il y a une chose qu'on peut constater, c'est l'environnement. Ah, excellente remarque. C'est à quoi je m'attendais. Si je respecte tout ça, c'est bien, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que... Oui. Chaque sujet réagit différemment selon le médicament. Donc, il y a une susceptibilité individuelle des sujets également qu'il faut tenir en compte. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, oui. il faut regarder quelle va être la réponse du sujet par rapport au médicament qui est donné. Et comment on le fait? Comment on va avoir la réponse de ce sujet? Et comment on va évaluer le résultat? Par l'observation. Si c'est des signes qui sont là, ici, ces signes disparaissent, on saura que le médicament est efficace par rapport à cette personne-là. Ok. On va voir ça. Donc, les conditions d'une lutte raisonnée, s'ils sont respectés, on aura moins de troubles sanitaires avec une meilleure productivité. Ça, on l'a compris, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dites oui. Oui. Eh, réveillez-vous, hein, vous venez de prendre un café. Vous n'allez pas dormir quand même. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, lorsque j'ai posé la question quels parasites, il y a des parasites internes, il y a des parasites externes. Et dans les parasites internes, il y a les mouches, il y a les tiques, il y a les acariens de la gale, il y a les oestroses, il y a beaucoup de choses. Il y a les puces, les poux, les parasites externes aussi. Il y a plusieurs types de parasites. Il faut fixer le parasite. À mon avis, c'est pas le contraire. Les parasites externes, c'est l'inverse. Oh oui, oui, vous avez raison. C'est une bonne observation. Voilà des gens qui observent. Ah. Donc ici, identification de la cible. Ici, la posologie, j'ai dit tout à l'heure que c'est très importante. Elle dépend du poids et elle dépend du stade physiologique. Certains antiparasitaires ne doivent pas être utilisés à un certain moment, où on ne doit pas dépasser une certaine dose. Sinon, ils peuvent avoir des répercussions sur la gestation. Donc, il faut faire attention. Voici le parasite dont j'ai parlé tout à l'heure. Si on traite pendant que le parasite migre dans la moelle épinière, ça engendre des paralysies. L'animal ne peut plus se mettre debout, ni marcher. Vous voyez, il y a un autre paramètre, c'est l'environnement que vous venez de dire. Quand je vais lutter contre les puces chez les ovins, ça c'est une maladie parasitaire très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que 95% des puces existent dans l'environnement. Uniquement 5% existent sur l'animal. Donc si je traite l'animal, je vais lutter contre 5% des puces. Et les autres, ils sont dans l'environnement. Il faut faire attention. J'ai vu des éleveurs qui risquent de noyer tout l'animal dans une solution insecticide acaricide et ils n'arrivent pas à résoudre le problème, surtout avec les caprins. Ils veulent lutter contre les puces, ils utilisent beaucoup de médicaments, une grande quantité, presque chaque semaine ils traitent, pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ciblent la bouteille et le parasite existe là.
Même ça, si je peux le noyer dans un seau d'acaricide, ça ne va pas résoudre le problème. Il faut traiter l'animal et il faut traiter l'environnement convenablement. Ça, c'est un exemple. Importance de veiller à l'hygiène, la propreté, le traitement parfois de l'environnement. Il y a aussi le bâtiment. Pour les gens qui ont des bâtiments, faites attention à ces fissures entre les briques. Ça se cache. Les tiques peuvent pondre ici. Les parasites peuvent se cacher ici. Même si on traite les animaux, que ce soit bovins, ovins, caprins, chaque jour, on ne va pas résoudre le problème parce que les tiques vont sortir et réinfester de nouveau les animaux. Faites attention, pour réussir la lutte, ce n'est pas une question de bombarder l'animal avec de l'antiparasitaire alors que l'ennemi n'est pas sur l'animal. L'environnement, c'est difficile à gérer parce que ce n'est pas simple et ce n'est pas petit, hein, c'est très vaste. Vous voyez ici un élevage. Qu'est-ce qu'on va faire pour les fils de fer, pour la terre, pour tout ce qui existe, les pneus? Il faut aménager, nettoyer, bien gérer l'environnement pour faciliter la lutte. Sinon, on ne va pas réussir. Croyez-moi, il y a un autre phénomène. Supposons que vous avez de la gale. Vous connaissez la gale des ovins ou des caprins. Si vous traitez d'une façon raisonnée, totale, si vos animaux vont au pâturage avec les animaux de vos voisins qui ne sont pas traités, qu'est-ce qui se passe? Il y aura frottement entre les animaux et réinfestation de vos animaux qui ont été correctement traités à partir des animaux de votre voisin. Et ils seront de nouveau malades. Ce n'est pas le vétérinaire qui n'a pas pu traiter, c'est les conditions de l'environnement qui n'ont pas été respectées. La même chose s'il y a des points d'eau communs, s'il y a du pâturage commun, s'il y a du matériel qu'on échange entre éleveurs, le matériel peut transmettre des agents pathogènes. Donc faites attention. Ça, je le dis et je le redis parce que pour certaines maladies, il faut un traitement collectif. Si on veut traiter contre les puces, ce n'est pas uniquement vous qui va traiter. Parce que si vous traitez et vos voisins ne traitent pas, les puces peuvent sauter et venir chez vous. Donc parfois, il faut lutter d'une façon collective. Bon, je vais finir cette première partie en insistant sur la collaboration interprofessionnelle. En matière d'élevage, aucun ne peut réussir seul. Aucun. Quelle que soit la technicité, la puissance financière de l'éleveur, il ne peut pas réussir seul parce qu'il ne peut pas isoler ses animaux, sauf s'il va les faire à la lune. Tant qu'il est sur Terre, avec du voisinage, avec de l'environnement, avec de la pollution, il ne peut pas réussir seul. Surtout en parasitisme, il y a toujours la nécessité d'une lutte collective, qu'on traite ensemble et qu'on réussisse ensemble. Ça, il faut l'apprendre et le respecter. On ne peut pas réussir ensemble. Donc, il faut qu'on collabore. Mais avec qui? Avec tous les acteurs de la filière, avec les groupements d'éleveurs, avec les vétérinaires, les ingénieurs, les techniciens, l'administration, les organismes non gouvernementaux, les médias, les écoles. Moi, je fais des cours dans les écoles. Je me déplace parfois, surtout avant certaines manifestations comme le Tabaski, pour expliquer aux enfants, demain vous allez égorger les animaux chez vous, il y aura des abats, il y aura des intestins, des poumons, du foie, il se peut que vous allez trouver des kystes de parasites. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces kystes-là? Il ne faut pas les jeter aux chiens, parce qu'un cycle peut se met en marche et demain les crottes des chiens et les selles du chien vont éliminer ce parasite. Ils vont rester sur les salades, sur les herbes, on va les toucher, on va les mettre dans la bouche et on sera malade. Donc, c'est un cycle de vie biologique qu'il faut couper pour ne pas voir ces animaux malades ou pour ne pas tomber nous-mêmes malades en tant qu'être humain. Donc, je vais insister beaucoup sur cette diapositive parce que c'est ça le salut. On ne peut pas réussir seul. Nous,
Et tous les autres, même le consommateur, doit nous aider pour réussir, parce qu'il va obtenir à la fin une denrée alimentaire d'origine animale de bonne qualité et à bon prix. Donc, mettez ça dans l'esprit. Pas de réussite seule, individuelle, c'est une réussite collective. C'est pourquoi, la main dans la main, pour un meilleur avenir de nos enfants et de notre continent. Donc, je voudrais bien insister sur l'importance de la sensibilisation, de la vulgarisation et du programme de lutte collectif. On doit être sensibilisé, informé, et on doit avoir l'esprit collectif. Je pense à mon élevage, mais je sais que ma réussite dépend des autres. C'est comme ça la vie. Donc, il est important, j'insiste et je répète, qu'on travaille ensemble. Nous, en tant que laboratoire, on a compris ça. Et c'est pourquoi j'ai fait des milliers de kilomètres pour venir ici, pour présenter ça. Parce que je vais vous raconter une histoire. Les 20 dernières années, il n'y a plus beaucoup d'innovation en matière de médicaments. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est des médicaments des années 1990, 1980, 2000. Il n'y a pas d'innovation. Donc, le nombre de molécules, il n'est pas très grand. Et nous sommes en train de les utiliser d'une façon excessive. Et on constate maintenant l'antibiorésistance et la résistance aux antiparasitaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, certains antibiotiques n'ont plus d'action. Il y a des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques. Et aujourd'hui, aux États-Unis d'Amérique, chaque année, 20 000 morts à cause de l'antibiorésistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne meurt à cause d'une simple infection dans la main ou dans le ventre. L'infection, elle est là, mais on n'a pas de médicaments capables de traiter cette infection. Même dans l'Union européenne, la même chose. Presque 20-25 000 cas de décès chaque année à cause de l'antibiorésistance. Même pour les parasites. Aujourd'hui, on commence à constater, il y a certaines régions au monde, on ne peut plus faire de l'élevage de moutons. Parce que les parasites ont développé des résistances à tous les antiparasitaires. On ne peut pas faire l'élevage. Donc faites attention, si on continue à utiliser les antiparasitaires et les antibiotiques d'une façon anarchique, excessive, abusive, il y arrivera un jour où ces produits perdent leur efficacité. Donc on a intérêt à raisonner et à utiliser quand il faut utiliser, avec la dose qu'il faut utiliser, avec le rythme qu'il faut utiliser. Ça, référez-vous au vétérinaire, il va vous expliquer, il va vous montrer quelle est la bonne méthode pour utiliser ces produits et surtout pour gagner plus d'argent. C'est ça. Donc parfois, il suffit de voir la réalité sur un autre angle. Il suffit de changer un peu sa tête pour voir. Et je vais renverser la photo. Et vous allez voir maintenant, c'est la même photo qui sera renversée et ça sera plus clair pour vous. Donc parfois, il faut changer d'angle d'observation. Si je suis là, je peux voir ce qui existe. Mais si je me place là-bas, je vais voir un autre champ de vision. Donc j'insiste beaucoup sur l'observation, sur l'enregistrement, sur les bons calculs pour réussir l'activité de l'élevage. C'est la première partie qui vient d'être finie. Je vous remercie et s'il y a des questions maintenant, on pourra les traiter ensemble. li koy indi bokk na ci mbaam mi koy wal mbaamu salte te gisoo ko meli bu xaree léegi saali bu duggee foofu microbe yooyu mën nga traité ba pare doog a laal donc nga am sa bâtiment moom ay xar-xar ci biir ay nangam wala poulailler. li ci bokk piqûre xar waratu la ko lekk waaw loolu laa bëgg daal. Extrêmement importante comme question. Je ne fais pas de commentaires, je vous traduis textuellement et après on va essayer d'aller vite parce qu'il y a énormément de candidats pour poser des questions. Donc lui, ce qu'il évoque, c'est aujourd'hui, il a constaté qu'un même produit se fait utiliser sur des espèces différentes. Sur des chiens, sur des moutons, sur des... Donc lui, il voudrait avoir un peu votre avis sur ces pratiques-là.
La deuxième partie de sa question, c'est sur ce qu'on pourrait appeler, il faudra me corriger, docteur, si je trompe ce qu'il a dit, c'est ce qu'on pourrait appeler le délai d'attente, par exemple. Parce qu'on donne des produits et après, normalement, lui, avec son expérience, il se dit que normalement, la viande de cet animal-là ne serait plus comestible sur une certaine période définie. Très bien. Et donc, lui, il voudrait également avoir vos arguments là-dessus. Ok, merci. La spécificité du médicament vétérinaire par rapport au médicament humain, c'est la notion de résidus. Parce que nous, on ne consomme pas la viande humaine, mais on consomme. Le vétérinaire est le seul médecin qui consomme ses patients. Il traite la vache et la consomme. Il traite la volaille et la consomme. Le médecin humain ne fait pas ça. Lorsqu'il traite l'homme, il ne consomme pas la viande humaine. Donc c'est pourquoi... C'est vrai. C'est pourquoi, pour chaque médicament vétérinaire, il y a un délai d'attente et un délai de retrait. Un délai d'attente avant d'abattre et de consommer la viande et un délai de retrait pour le lait. Par exemple, si je traite une vache aujourd'hui avec ce médicament, pendant 2-3 jours, à partir de la fin du traitement, combien je dois attendre de jours pour pouvoir consommer le lait sans risque pour la santé de l'homme? La même chose pour la viande, pour le miel, pour les œufs. Et ça, c'est bien mentionné sur chaque produit. Il y a des délais d'attente zéro. Je traite aujourd'hui et je mange aujourd'hui le lait, la viande, le miel et les œufs. Et il y a des délais d'attente de 1 jour, de 2 jours, de 4 jours, de 20 jours, de 50 jours, de 62 jours. Donc chaque médicament, selon le métabolisme et l'excrétion, il y a un délai d'attente défini. Et ça, c'est mentionné sur l'étiquette de chaque produit. Et les médecins vétérinaires connaissent bien ça. Et vous pouvez lire directement sur l'étiquetage de chaque produit, délai d'attente viande, délai d'attente lait, délai d'attente œuf, délai d'attente miel. Ça, c'est bien mentionné et c'est bien codifié. Et si les délais d'attente changent d'une année à une autre. Pourquoi? Parce que les sciences évoluent. Et les notions changent. Et le matériel de diagnostic et de dosage change. Donc il y a des médicaments qui avaient des délais d'attente zéro. Maintenant, il faut atteindre 3 à 5 jours. Il y a des délais d'attente qui étaient avec 3 à 5 jours. Aujourd'hui, c'est zéro. On a prouvé que ce qui reste dans les produits animaux ne représentent pas de danger pour l'homme. C'est une notion relative, mais c'est à respecter. Sur le plan réglementaire, on doit respecter et on doit mettre à jour régulièrement les délais d'attente pour répondre et prévenir la santé de l'homme. Est-ce que... Docteur, sur la question de est-ce qu'il existe des délais d'attente à vie? Ah, oui, il y a une réponse. Pour les médicaments, là où il y existe un délai d'attente à vie, ils ne sont plus des médicaments et ils sont interdits. C'est pourquoi on a interdit plusieurs molécules, plusieurs médicaments. Les organophosphorés ont été interdits. Les furaltadone, la furazolidone, même parfois des associations de médicaments interdits. Donc il faut veiller à ça. Et les autorités compétentes sont là pour respecter cette interdiction. Malheureusement, il y a du produit du marché parallèle. Quand une molécule elle est interdite sur le plan réglementaire, dans le circuit réglementaire, elle circule dans le marché comme médicament de contrefaçon du marché parallèle et des produits de contrefaçon. Donc il faut faire attention.